Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est aujourd'hui en face-à-face avec Bernard Lugan, qui est historien universitaire, expert au tribunal pénal international et auteur de ce livre, L'esclavage, l'histoire et l'endroit. Bernard Lugan, voilà un livre qui effectivement remet les pendules à l'heure, et je le dis d'autant plus que ça fait des années, et vous partez de cela, on parle de la loi Taubira, sur la traite négrière, et pendant très longtemps, et jusqu'à présent, pour beaucoup de monde, il y a eu une traite négrière, la traite transatlantique, la traite atlantique, où effectivement les Blancs, et c'est évidemment vrai, ont mis en esclavage un certain nombre de centaines, de milliers, etc. Mais on parle beaucoup moins, si ce n'est pas du tout, des deux autres traites négrières qui ont duré plus longtemps, et je vais vous interroger là-dessus, la traite interafricaine et puis la traite arabo-musulmane. Et donc, ce que disait, d'ailleurs je vous demandais, c'est parti par là, c'est vrai que la loi Taubira a été votée en 2001, et Christiane Taubira, quand on l'interrogeait, on lui disait, mais pourquoi vous faites l'impasse sur les traites, les deux autres traites négrières? Et elle a répondu, c'était dans l'Express du 4 mai 2006, elle a répondu, il ne faudrait pas que les jeunes Arabes ne portent sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette infantilisation? C'est-à-dire que les jeunes Arabes ne peuvent pas écouter cela. Vous les prenez vraiment... Pour moi, les vrais racistes, c'est ceux qui enferment les peuples dans la position victimaire, et pour les prendre pour des enfants. Ah oui, mais non, mais il faut pas leur expliquer. Ils sont pas capables de comprendre, ces pauvres Noirs, ces pauvres Arabes. Voilà le discours progressiste que tiennent un certain nombre d'intellectuels dits d'avant-garde. Bernard Lugan, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu trois traites, comme vous l'avez dit. Il y a une traite qui est antérieure à la traite arabo-musulmane et à la traite européenne, qui est la traite interafricaine. Alors, 10, 15, 20 millions, on ne sait pas. Tous les États africains du Sahel étaient esclavagistes. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai. Les grandes sociétés de la cuvette étaient esclavagistes également. Un simple chiffre. En 1900, d'après mon confrère américain Martin Klein, qui a travaillé sur la question, dans la seule AOF, dans la seule Afrique occidentale française, il y avait 7 millions d'esclaves internes dans la traite en 1900. En 1900, dans la traite interafricaine, dans la seule AOF. Travaux de mon confrère Klein, qui est un grand historien bien connu. La deuxième traite, qui est une traite arabo-musulmane, est une traite qui a porté environ à peu près sur 15 à 20 millions de personnes. Elle a débuté en 650 et elle se termine dans les années 1920. Pour la seule Afrique orientale, au seul 19e siècle, le seul marché de l'île de Zanzibar a vu passer 1,5 million d'esclaves. Incroyable. Alors la troisième traite... Le seul marché de Zanzibar. Oui, Zanzibar. Ça ne dit rien du reste. Ah mais non, rien. Et ça, c'est des chiffres parfaitement établis. Nous avons des dizaines de thèses. Le drame, voyez-vous, monsieur, c'est que nous, universitaires, publions des thèses, des articles, faisons des colloques, mais cela ne passe pas dans la Vulgate. Et vous avez face à la science, face à la réflexion universitaire, face aux recherches universitaires, des gens qui vont éructer. Et eux vont être écoutés avec leurs éructations au même niveau que les historiens. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un combat complètement inégal parce qu'il y a beaucoup moins de chercheurs qui travaillent sur l'esclavagisme que de rentes de situation sur la lutte pour la repentance. Donc, nous sommes tout à fait dans une contradiction. Alors, la troisième traite, qui est la traite atlantique, traite européenne, qui débute en 1450 et qui se termine, disons, 1860-69, parce que les Brésiliens vont continuer un peu plus tard. Ouais. Nous avons des chiffres précis. La querelle des chiffres n'existe plus. Il y a un consensus absolu chez tous les universitaires. 11 millions, dont 9 600 000 arrivent, car il y a des pertes en mer qui sont importantes. Ouais. Alors attention, ces chiffres ne cherchent pas à minorer ou à maximaliser l'une ou l'autre traite. Le scientifique ne blâme ni ne loue, il raconte. Il ne fait pas une échelle des hiérarchies des nombres. Et nous ne nous prononçons pas sur l'horreur, etc. L'historien, si vous voulez, est un peu comme un entomologiste. Il regarde d'une manière, la manière la plus objective possible. Alors, il y a une compétition entre la science et l'émotion, qui est légitime. Tout à fait légitime, cette émotion. Mais cette émotion ne doit pas prendre le pas sur la recherche scientifique. Alors justement, d'abord, je voudrais revenir au début, parce que nous allons parler de ça et longuement aussi avec nos auditeurs. L'esclavage est né comment? On sait un peu comment ça se dit. Est-ce que c'est né avec l'humanité, pratiquement, ou pas? Enfin, est-ce qu'on sait un peu? Toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes. Toutes. Ouais. Asiatiques, américaines, avec les Aztèques, etc. Mais il y a une originalité. Si toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes, les seuls qui aient aboli l'esclavage, ce sont les Blancs.
Oui. Aucune société asiatique, aucune société africaine, aucune société américaine n'a aboli l'esclavage. Ce sont les Blancs qui ont aboli l'esclavage. Oui, vous voulez dire les premières lois sur Oui. l'abolition. Oui. Vous en parlez d'ailleurs dans Bien votre sûr. livre, très bien. Bien sûr. 1900, 1850. Oui, déjà. 1794, Oui. rétablissement. Il faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la traite et l'esclavage. Oui. Ce qui va être aboli, bon, donc c'est la traite par la Convention, etc., et qui va être définitivement aboli par la Convention de Vienne de 1815. Mais l'esclavage va être aboli plus tard. Par exemple, l'esclavage dans les colonies françaises va être aboli avec la Révolution de 1848, mais les Britanniques nous ont précédés en 1833. Donc il y a deux choses. Hein. La traite, c'est l'on prend des individus en Afrique, on les transporte sur un autre continent. Ça, c'est la traite. Et l'esclavage, bien, ce sont ces individus qui ont été vendus ou leurs descendants et qui travaillent sur des plantations, etc. Oui, sauf qu'il y a quand même un dénominateur commun. On les prend en esclaves, enfin pour les faire travailler. Tout à fait, tout à fait. Les traites, c'est quand même des traites d'esclaves. Et d'esclaves, avec une différence entre la traite arabo-musulmane, les traites arabo-musulmanes et la traite occidentale, c'est que la traite occidentale porte, j'allais dire, comme le marxiste aurait dit, sur une force de travail, sur des travailleurs, et la traite arabo-musulmane porte bien souvent plutôt sur des femmes et sur des enfants. Moi, j'ai des citations d'Ibn Khaldoun qui sont extraordinaires. Ibn Khaldoun qui nous dit, par exemple, je cite, ici au Maghreb, il parle des esclaves qui vont être prises chez les Berbères. Oui. Ici au Maghreb, l'on trouve les belles esclaves berbères de toison couleur de miel. Il y a cette propension pour les femmes. Et El Bakri, le grand El Bakri, qui nous dit à propos des esclaves au sud du Sahara, à Oudagos, donc royaume de Ghana, on rencontre des jeunes filles au beau visage, au teint clair, au corps souple, au sein bien droit, à la taille fine, aux épaules larges, à la croupe abondante, au sexe étroit. Celui qui a le bonheur d'en posséder, il prend autant de plaisir qu'avec une vierge. Oui, Voilà. Donc c'est une traite qui porte essentiellement donc, sur les femmes, les jeunes filles. Et la première traite arabo-musulmane a été véritablement très dure. Elle s'est appliquée sur l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle la Berbérie, le monde berbère. Et il y a eu quand même quelque chose de très particulier, c'est la castration. Il y a la castration des eunuques parce que 1 survit sur 2 à 300. 1 sur 2 à 300. Oui, 1 sur 2 à 300. Oui. Alors nous avons des chiffres très précis parce que nous avons des zones qui étaient spécialisées. Par exemple, dans la région du lac Tchad, il y avait des États qui étaient spécialisés dans la vente d'eunuques et les eunuques valaient très cher. Tout grand notable du monde arabo-musulman, qui avait plusieurs femmes et qui avait un harem, avait plusieurs eunuques. C'était un signe de richesse, c'était un signe d'importance, etc. C'est un signe de relation, de rang social. Et ça a duré très longtemps. Enfin, on a un peu, on a à la fois les chiffres, vous les donnez, et les traites, par exemple, entre les 3 traites, elles ont duré à peu près le même temps ou pas du tout? Non, la traite interafricaine n'est pas chiffrable, parce qu'elle quand elle débutait, il y a 3000 ans, 4000 ans, on ne sait pas. Elle existe encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 3 ans, élection du Sénégal, l'actuel président Macky Sall se présente, et l'ancien président Ouad fait une déclaration dans la presse en disant « il ne peut pas se présenter, c'est un descendant d'esclaves ». Journal Le Monde fait une enquête, ma source c'est le journal Le Monde, fait une enquête dans le village de Macky Sall. Et là on dit « mais non, c'est pas un esclave, c'est une famille d'esclavagistes ». Et il a encore des esclaves. Et le journal Le Monde fait témoigner des esclaves à l'heure actuelle, donc il y a 3 ans, qui dit « mais non, nous sommes esclaves de la famille Macky Sall ». Donc c'est très difficile de chiffrer, vous comprenez? Là nous sommes loin des légendes. Il n'y a pas d'esclavage au Sénégal quand même aujourd'hui. Non, mais il y a encore des statuts d'esclaves. Vous avez encore. Alors, évidemment, il n'y a plus de traite. Oui. Quoique, avec ce qui se passe au Sahel à l'heure actuelle et avec Boko Haram, les centaines de jeunes filles qui ont été enlevées dans les écoles chrétiennes dans le nord du Nigeria et qui ont été vendues comme concubines, c'est une réalité. À Chinook, vous souvenez ce temps. Alors, nous avons donc cette réalité qui est tout à fait intéressante parce que nous avons une évidence scientifique sur laquelle tous les chercheurs sont d'accord, et nous avons en face de cela une représentation politico-médiatique qui joue uniquement sur le sentiment, qui joue sur l'émotion, et vous avez d'un côté la science, de l'autre côté l'émotion. Oui. Et ce que vous avez l'air de dire, enfin, et ce que vous dites, c'est que jusqu'à présent, en tout cas dans la représentation, l'émotion l'emporte largement sur la science. Absolument, absolument. Regardez ce qui est arrivé il y a quelques années à mon confrère Petré Grenouillot, qui était pur universitaire, qui était dans son cabinet et qui a publié cette magnifique thèse sur l'esclavage. Il a eu le malheur de dire que ce sont des Africains qui vendaient les esclaves aux Européens. Mais il a été traîné en justice. Il
a pas compris ce qui lui était arrivé. Parce que la réalité de la traite, c'est qu'une partie, je parle atlantique, et même de la traite arabo-musulmane, c'est qu'une partie de l'Afrique s'est enrichie en vendant l'autre partie. Et quand vous allez en Afrique, moi j'ai vécu les 3/4 de ma vie en Afrique, hein, j'ai enseigné partout en Afrique, et quand je vais au Bénin, quand je vais dans tous ces pays du littoral, mais je discute avec mes confrères des universités africaines, mais qui tous ont écrit sur la question, qui tous reconnaissent que cet esclavage était un esclavage. Le président Kérékou l'a reconnu lui-même, du Bénin. On va continuer à en parler avec vous, Bernard Lugan, et on continue à en parler évidemment après les informations et avec les éditeurs de Sud Radio. Voilà, un seul numéro, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bernard Lugan, votre livre, on peut le trouver sur Amazon? Non, on le retrouve sur www.bernard-lugan.com, car je l'ai édité à l'Afrique réelle, mon édition, parce que les éditeurs sont un peu frileux, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, on vous a dit qu'il fallait édulcorer un peu tout ça. Alors moi j'ai dit non, moi je suis un homme libre, je publie ce que j'ai à publier, donc je le publie moi-même, donc www.bernard-lugan.com. Très bien, c'est noté, on le mettra sur le site évidemment de Sud Radio. Bernard Lugan, est-ce que vous ne faites pas un peu la part belle aux Blancs quand même, quand vous dites oui, mais ce sont les Blancs en fait qui ont aboli, ni les Asiatiques, ni les Américains du Sud, ni les Africains, ni le monde arabe, ni personne. Ce sont les Blancs. Est-ce que vous ne faites pas un peu la part belle aux Blancs? Non, c'est un fait. La seule décision d'abolition était prise par des Européens. Et ça a commencé comment? Qui a, enfin, on va pas tout retracer, la prise de conscience. Jusqu'en 1950-1960, à l'époque de domination de la doxa marxiste, notamment avec les travaux d'Eric Williams, on pensait que l'abolition avait été faite parce que les plantations rapportant moins, les capitalistes préféraient investir ailleurs que dans les plantations. C'est faux. Raison économique, quoi. C'est faux. Ça a totalement été démonté par les dizaines de travaux, notamment mes confrères d'Oxford, les 3 volumes énormes sur l'histoire de la colonisation britannique et de l'esclavage. Et je vais vous donner un chiffre qui montre bien que ce n'est pas pour une raison économique. Un chiffre qui est très clair. Au XVIIIe siècle, la traite constituait moins de 1% du revenu national britannique. La traite des esclaves. Moins de 1%. Moins de 1%. Or, entre 1807 1860, ce sont des chiffres qui sont imparables, entre 1807 et 1860, le coût de l'abolition a été de près de 2% du revenu national britannique. C'est-à-dire que l'abolition a coûté plus cher que la traite. Que le rapport. Pourquoi? Parce qu'il a fallu organiser des patrouilles maritimes pour arrêter les navires. Parce qu'il a fallu indemniser les planteurs qui n'avaient plus d'esclaves. Parce qu'il a fallu subventionner les productions de sucre qui ne pouvaient plus être faites manuellement, qui devaient être faites avec des machines. Donc, quand on nous dit que la traite a été abolie pour des raisons économiques, non. Elle a été abolie pour des raisons qui sont des raisons religieuses, philosophiques, morales. Les grandes croisades humanitaires et philanthropiques, les ONG de l'époque, qui ont été lancées notamment par les protestants en Grande-Bretagne. Ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers, comme on dit. Les Anglais ont tiré les premiers. D'ailleurs, ils ont aboli l'esclavage de leur colonie 12 ans avant nous, en 1833, et nous en 48. Donc les Anglais ont tiré les premiers, alors qu'ils étaient les principaux esclavagistes, alors que l'économie des Antilles était florissante. Donc, vous voyez, là, vous avez des chiffres. Et ceci, quand vous mettez ça en face de ceux, je le dis à nouveau, qui éructent sans connaître la question, ben c'est imparable. C'est imparable. On ne boxe pas dans la même catégorie. Je comprends. Oui, vous voulez dire en fait que quelque part, il y a eu la prise de conscience du 19e siècle. Et alors, vous réagissez comment quand vous voyez journée de l'esclavage, quand on dit il faut rendre les œuvres qui ont été pillées, notamment au Quai Branly, quand on dit il faut que la statue de Colbert disparaisse d'en face de l'Assemblée nationale à cause du Code noir et à cause de l'esclavage. Vous réagissez comment? Je réagis comme l'historien qui, lorsqu'il était professeur, la première année, à la première semaine du premier trimestre de cours, expliquait à ses étudiants que le contexte historique ne se violait pas et qu'on ne juge pas. Le plus grand défaut que puisse commettre un historien, c'est de juger les faits d'hier à la lumière des faits d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on apprenait aux étudiants en première année, la première semaine, au premier cours, en méthodologie. Oui, vous voulez dire on ne peut pas traiter les affaires d'hier avec la mentalité d'aujourd'hui. Alors, parlons maintenant des œuvres d'art. Oui. Je ne me prononce pas sur la question, mais je me dis, heureusement qu'il y a eu les musées en Europe
Que seraient devenues ces œuvres d'art s'il n'y avait pas eu les musées, avec les guerres civiles? Imaginons par exemple, l'on nous parle des bronzes du Bénin, etc. Mais quand il y a eu la guerre du Biafra et que tout a été pillé, que serait devenu? Et il serait devenu comme en Irak, quand les musées ont été pillés et qu'on a vendu au marché noir le contenu des musées? Mais l'Afrique devrait dire merci aux musées européens, car c'est grâce à ces musées européens qu'on a pu garder dans la plus grande splendeur et dans la plus grande munificence et dans la plus grande mise en valeur les œuvres d'art africaines. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être justement leur rendre un certain nombre de choses dont ils pourraient s'occuper. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Certes, il n'y a pas de raison. Mais moi, je prends les leçons du passé et je dis, bon, au Louvre, c'est certainement plus en sécurité que dans n'importe quel pays d'Afrique où un coup d'État peut arriver demain. Hein. Malheureusement. Regardez ce qui s'est passé à Abidjan. Le quartier du Plateau, que vous connaissez bien aussi bien que moi, qui était un quartier où il y avait des magasins de grand luxe, etc., a été pillé totalement du jour au lendemain. Imaginons un musée. Ouais. Au moins au Louvre ou au musée du Quai Branly, ça ne bougera pas. À moins qu'il y ait une guerre atomique, bien sûr. Oui, non, ça c'est une autre chose. Clémence. Oui, on va faire un petit tour du côté du Standard et on donne la parole à Juliette qui nous appelle de Paris. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Juliette. Bonjour Monsieur Berkoff et je vous remercie d'inviter Monsieur Lugan parce que je vais vous rejoindre sur un sujet. Je vais vous parler du XVIIe siècle et notamment de Colbert parce que c'est la période que j'étudiais à l'université. Oui. Et alors pourquoi je veux vous dire ça? Parce que hier vous avez dit à votre invité, vous avez essayé tant bien que mal on va dire de défendre Colbert, mettre même une plaque pour dire qu'il était à l'auteur du Code noir n'a pas de sens parce que effectivement on ne juge pas l'histoire en dehors en ne prenant qu'un bout. Pourquoi? Déjà, je fais juste un petit point très vite. La France, au XVIIe siècle, n'a pas la volonté d'avoir des colonies. Au départ, ce sont des entreprises privées, des flibustiers, qui vont commencer à prendre des esclaves aux Portugais, aux Espagnols, et ensuite à conquérir des terres. On a Saint-Christophe, puis on aura la Martinique et la Guadeloupe. Et là, l'État français va intervenir, va réglementer et va vouloir se mettre dans la course des autres puissances d'Europe, ce qui est normal. Hein, c'est tout à fait normal. Et il va y avoir une réglementation, notamment le fameux Code noir. Mais ce n'est pas une volonté, il n'y a d'ailleurs pas de stratégie. Mais pourquoi il faut comprendre Colbert, c'est très important. Parce que Colbert est dans une vision mercantile, on est dans une époque où effectivement la richesse se mesure au stock d'or et d'argent, donc il faut mettre la main dessus. Donc face aux autres Européens, et faire du commerce. Et comme le dit Monsieur Lugan, ce commerce était un commerce de luxe. En vérité, il ne rapportait pas grand-chose. C'était quelques familles, et quand on voulait de l'argent, on investissait dans l'emprunt royal, qui était celui de la guerre, parce que Louis XIV a fait beaucoup de guerres et l'a en gagné. Alors pourquoi on ne pourrait pas juger Colbert sur cette vision-là? Parce que Colbert, il a cette logique. Lui, il s'est occupé de tas de choses. Il a unifié les marchés. Il a créé des fonctionnaires, des normes, etc. On est d'accord. C'est pour ça que je l'ai défendu. Voilà, et puis parce que quand il se met dans cette course de l'esclavage, il est dans la même logique que quand il va créer la navale, parce il va recréer la navale les bateaux français, il va aussi faire l'édit des eaux et forêts pour les bateaux, il va créer les manufactures, donc si vous voulez, c'est toute une logique. Il n'y a pas une logique de vouloir mettre en esclavage, tout est dans cette logique. Tout le développement. Et puis à l'époque, l'esclavage faisait partie et c'est terrible à dire, mais il faut le dire, à l'époque, l'esclavage faisait partie de cette espèce de logique, quoi. Elle était dedans. Et tout le développement de ce que va créer Colbert est dans la même logique de la puissance de l'État. Donc ça, c'est un parmi d'autres. Et juste pour revenir, je fais un dernier petit point, et après je laisse la parole, c'est que les sociétés esclavagistes sont très complexes. Au départ, notamment à Saint-Christophe, on envoie des blancs, ce qu'on appelle les engagés, qui sont serviles pendant 3 ans et qui après ont leur liberté. Ce sont aussi les Amérindiens. Les Amérindiens meurent beaucoup et puis il faut faire des razzias. Alors que la traite en Afrique existe déjà. Donc on va le faire en Afrique après parce que bon, la fièvre jaune décime. Donc au départ il y a tout le monde et dans le Code noir d'ailleurs on ne fait qu'une différence entre les libres et les esclaves, pas entre les noirs et les blancs. Et juste pour finir, la société va devenir de plus en plus créole et il va y avoir des métis et des noirs qui auront des esclaves. Et je rappelle que Toussaint Louverture, après avoir été affranchi, aura des esclaves sur sa plantation de café et gardera des relations avec son ancien maître, le comte de Noé, à qui il renvoyait de l'argent de sa propriété alors qu'il était exilé à Londres après la Révolution. Donc ce sont des sociétés complexes et juger Colbert sur ça n'a pas de sens puisque lui il est dans une autre logique. Voilà ce que je voulais dire et j'attends que Monsieur Lugan, je vous remercie. Merci, vous l'avez bien dit. Oui, Bernard Lugan. C'est parfait. Je n'ai rien à ajouter. L'on sent la formation universitaire et l'on sent les références. Alors je voudrais simplement dire une chose, c'est que la traite a enrichi des individus, effectivement, en Angleterre, clair, hein. En France, mais elle n'a pas enrichi l'État. Elle n'a pas enrichi l'État.
Et lorsque les marxistes disaient, il y a 50 ans, 60 ans, que la révolution industrielle européenne s'était faite grâce au profit de la traite, c'est une imposture scientifique. Parce que l'on a évalué l'introduction du coût et du bénéfice de la traite dans l'économie anglaise, moins de 0,1%. Et je poserai une question qui est très simple. La France, à l'époque, était avec l'Angleterre un des grands pays esclavagistes. Or, la France n'a pas fait sa révolution industrielle au XVIIIe siècle. La France a fait sa révolution industrielle après l'abolition. Au 19e. Et elle ne l'a pas fait à La Rochelle, elle ne l'a pas fait à Bordeaux, elle ne l'a pas fait au Nantes, elle l'a fait dans l'Est, là où il y avait du fer, là où il y avait du charbon. De même, le Portugal, qui contrôlait 50% de la traite, n'a jamais fait sa révolution industrielle. Et il y a 40 ans, ce pays était encore un pays du tiers-monde. En revanche, les pays qui n'ont jamais pratiqué la traite, comme quasiment l'Allemagne, comme la future Tchécoslovaquie, comme la Suède qui l'a quasiment pas pratiqué, la Russie, etc., ont fait leur révolution industrielle, elles n'ont pas eu besoin de la traite. Alors, soyons un peu logiques. Oui, dissocions les choses. Dissocions les choses. Pas, d'accord. Merci, en tout cas, merci à vous et merci aux auditeurs et continuez. Et on se retrouve. On se retrouve dans quelques minutes.